Eh, vous vous souvenez, on a fait une vidéo vrac d'idées reçues il y a quelques mois? Bah on en a d'autres en fait. Allez, venez. L'aspartame est un agent sucrant artificiel qui vient remplacer le sucre de certains produits alimentaires, notamment les boissons. Il s'agit donc d'un édulcorant, une molécule qui donne un goût très sucré, d'où son utilisation dans les produits light. Il a été découvert dans les années 60 et sa mise sur le marché a été approuvée quelques dizaines d'années après. C'est un dérivé d'acide aminé, rien à voir avec les sucres, qui se dégrade dans l'estomac en sous-produit. Pourquoi on en parle? C'est un peu compliqué, parce qu'il y a des idées reçues autour de ce sujet. Mais on ne sait pas vraiment ce qui relève du vrai et du faux. S'il y a des risques ou pas, tout ça. Tantôt, on pense que c'est sans risque pour la santé, tantôt on lui trouve des effets néfastes. Et si ce n'est pas clair, c'est normal, car sur le plan scientifique, rien n'est encore tranché. La controverse autour de ce produit n'a pas tardé à voir le jour après sa commercialisation et l'autorisation de son utilisation. Des premières études semblent montrer des effets de l'aspartame sur le cerveau. Mais la polémique a été ravivée à partir de 2005 par des études de l'Institut Ramazzini, un institut indépendant de recherche, qui montrerait des effets cancérogènes de l'aspartame. Sauf que ces études sont elles-mêmes vivement controversées à cause de leur méthodologie douteuse. Utilisation de souris développant spontanément des cancers, doses administrées excessives, etc. Mais leurs études ultérieures sont accusées par les agences sanitaires de souffrir de biais méthodologiques, rendant leurs conclusions difficilement interprétables. Les réévaluations des données scientifiques à disposition concernant l'aspartame par les agences sanitaires françaises et européennes ont toutes conclu à un manque de données probantes en faveur d'un changement de statut de l'aspartame. En gros, on n'a pas vraiment de preuves d'un effet néfaste pour la santé aux doses journalières admissibles, et aux doses consommées actuellement, c'est censé aller. Cependant, l'histoire n'est pas réglée pour autant. Une étude publiée par Guy Fagherazzi et Françoise Clavel-Chaplon en 2013, portant sur le lien entre la consommation de boissons sucrées et le diabète de type 2, sur une cohorte de 66 000 femmes suivies pendant 14 ans, conclut à une association entre consommation de boissons artificiellement édulcorées, dont l'aspartame, et le diabète de type 2. Les auteurs rappellent évidemment qu'il ne s'agit pour l'heure que d'une association statistique et que des facteurs de confusion peuvent expliquer cette corrélation. Ils appellent donc à des études cliniques pour lever les ambiguïtés. Malgré tout, il y a des explications biologiques, mécanistiques, qui peuvent appuyer cette observation, notamment le fait que l'aspartame augmente le taux de glucose dans le sang et ne modifie pas le taux d'insuline, car sa consommation n'envoie pas les mêmes signaux de déclenchement du métabolisme des sucres que les sucres, justement. Tout ceci n'a pas tardé à faire réagir les industriels des édulcorants qui continuent de relativiser et de semer le doute de leur côté. Classique. Bref, tout ce qu'on peut en tirer pour le moment, c'est qu'il faut rester prudent tant dans les déclarations académiques que dans celles des industries. Car ce qu'il nous faut, ce sont des données probantes. En attendant, modérez les boissons sucrées ou édulcorées et préférez l'eau. Boire de l'eau, c'est trop bien! Dans 20 ans, il n'y en aura plus. La vitamine C ou acide ascorbique est une molécule indispensable au métabolisme chez l'être humain. Elle participe à la synthèse des globules rouges, au métabolisme du fer, au fonctionnement du système immunitaire, c'est un antioxydant. Bref, on va pas faire toute la liste, mais on comprend facilement pourquoi sa consommation journalière est très recommandée. D'ailleurs, une carence se traduit par des maux de tête, une grosse fatigue, voire le scorbut. Malgré tout cela, des idées reçues persistent à son sujet. Contrairement à ce qui est souvent clamé, une consommation de vitamine C n'empêche pas de dormir. Exit donc le verre de jus d'orange qui, avant d'aller se coucher, exciterait trop pour s'endormir. Au contraire, une bonne consommation de vitamine C sur le long terme améliorerait la qualité du sommeil. Idem, on peut entendre qu'une consommation de vitamine C préviendrait la survenue de rhume. Or, des méta-analyses et des études cliniques ne montrent pas un effet préventif, plutôt une réduction de la sévérité des maladies. Des idées plus controversées suggèrent une utilisation de la vitamine C contre le cancer ou le sida. Or aujourd'hui, il n'y a pas de preuve tangible et sérieuse d'une telle efficacité de la vitamine C contre le sida, car à part des études in vitro, aucune étude clinique n'a été menée. Et concernant son utilisation contre le cancer, une méta-analyse de 2010 tente à montrer que de multiples effets néfastes contrebalancent les potentiels effets bénéfiques, et donc ne permet pas de conclure quant à la pertinence de son utilisation en tant que traitement. Malheureusement, beaucoup de fantasmes tournent autour de cette molécule, faisant qu'elle est promue dans le cadre de thérapies alternatives. Comme d'habitude, la prudence est de mise.
En France, nous consommons de plus en plus de compléments alimentaires, et notamment à l'approche de l'hiver, période durant laquelle beaucoup de pubs tournent autour de ces produits. Les promoteurs de ces produits défendent l'idée qu'une consommation plus accrue de certains composés, vitamines, minéraux, plantes, levures, auraient des vertus supplémentaires pour la santé. Ils aideraient à perdre du tissu adipeux, à améliorer notre système immunitaire, à être plus en forme, à combler les carences, etc. Bref, que du bénéf, hein. Presque 2 milliards de chiffre d'affaires, tu m'étonnes que c'est du bénéf. Sauf que dans la majorité des cas, la prise de compléments alimentaires ne sert à rien. En effet, les allégations autour de certains de ces produits sont trompeuses et profitent de la crédulité et des biais des consommateurs qui, en les prenant, s'en tiraient des effets positifs tout de suite après. S'ils sont censés compléter des nutriments, c'est qu'on est censé en manquer, non? Eh bien en fait, les carences sont très peu répandues dans la population. La plus fréquente est d'ailleurs le manque de vitamine D. Une alimentation équilibrée est censée apporter tout le nécessaire en termes de nutriments et rend inutile la prise de ces compléments. Il n'y a que quelques groupes qui peuvent être sujets à plus de carences que le reste de la population. Les enfants, les personnes enceintes, les personnes présentant certaines pathologies comme des maladies chroniques, etc. Certains régimes particuliers peuvent également être à l'origine de carences, comme celle en vitamine B12 dans le cadre du régime végétalien. Dans tous les cas, on ne peut savoir que d'une manière si on est concerné par une carence nutritionnelle, en étant suivi par un médecin et en faisant un bilan d'analyse biomédicale. Donc en cas de doute, mieux vaut consulter. Sinon, il ne vaut pas forcément le coup de prendre son stock de vitamines en complément l'hiver. Préférez les fruits et légumes. S'il y a bien une idée reçue sur le café, c'est celle-ci. On commence grossièrement par une recherche Google, on a évidemment le top santé en lice. Alors figurez-vous que malgré la force de cette idée, la plupart des informations qui existent sur le sujet sont très floues, mais les affirmations très nombreuses. Bon, on passe directement sur PubMed. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est le nombre d'études impressionnant et les conclusions différentes sur l'effet du café et en particulier de la caféine sur le sommeil. La plupart des études sont réalisées en conditions de laboratoire où l'effet placebo a été démontré comme particulièrement important dans les réalisations d'études sur patients. Nombre de ces études montrent une corrélation entre la prise de caféine et la diminution de la durée de sommeil. La plupart du temps, on administre dans ces études 200 mg ou 400 mg par jour de caféine, l'équivalent de 2 à 4 tasses de café, ou un placebo pour révéler l'effet propre à l'agent ingéré sur la longueur et la qualité du sommeil. Cette étude-ci, par exemple, a été réalisée en double aveugle. Les auteurs démontrent que la caféine augmente de manière dose-dépendante le temps d'endormissement et diminue le temps de sommeil, outdose. Les effets sont d'autant plus prononcés chez les personnes âgées dont le sommeil est plus fragile. Cependant, certains chercheurs pensent que ces différences seraient dues aux conditions expérimentales de ces études. Par exemple, cette étude française de 2005, réalisée sur une population française active d'âge moyen, explore l'association entre la durée de sommeil et quantité de caféine ingérée en laboratoire. Des facteurs comme le sexe des individus, le poids, la consommation de tabac et d'alcool ayant été corrigés, pas d'association entre la durée du sommeil et la prise de café à moins de 7 tasses par jour. Cela peut être dû à l'extrême variabilité entre les individus quand on parle de café. Même si la caféine peut atteindre votre cerveau seulement 5 minutes après ingestion, il faut savoir que la demi-vie du café est en moyenne de 4 à 6 heures. C'est pour cela qu'on nous recommande de ne pas en prendre jusqu'à 6 heures avant le coucher. Pour des personnes au métabolisme lent qui vont dégrader lentement le café, ce temps sera ainsi plus long, pour les actifs, plus court. Par contre, dans l'étude, l'augmentation de la quantité de café ingéré est corrélée significativement à la diminution du temps du sommeil. On retrouve cette même conclusion dans cette étude très récente de cette année, très récente, qui explique que les précédentes corrélations entre consommation de café et sommeil étaient potentiellement dues à la qualité du sommeil en laboratoire, qui ne reflète pas votre sommeil réel. Les laboratoires ont des vieux lits. Ils ont alors réalisé l'étude avec des matelas Bultex. Sponsorisés. Ils ont alors réalisé l'étude avec des patients chez eux, suivis par une fiche où les patients reportaient leur consommation et leurs heures de sommeil. On appelle ça des fiches log. Les auteurs de l'étude montrent un fait plus intéressant encore. Des personnes avec de courtes périodes de sommeil ont tendance à consommer plus de café, comme si le café dictait nos pensées pour nous tenir éveillés. Le café vous contrôle ? Que conclure ? Il est toujours difficile de trancher sur des corrélations comme celles que je vous ai présentées. Ce qu'il faut en retenir, c'est que de manière générale, la substance psychoactive la plus consommée au monde, le café, favorise l'attention et diminue la somnolence et le sommeil. Mais pas de la même manière pour tout le monde. C'est particulièrement vrai chez les personnes âgées, les buveurs occasionnels et les métaboliseurs lents. Mais c'est tout. Pour les autres, ça passe.